Libye comme, c'est-à-dire dans la même situation dans laquelle se trouve. Mais moi je constate une chose, sur le plan économique et social, les questions que vous posez Mourad, c'est qu'aucun parti ne tient compte du fait que la Tunisie est plus que jamais dans un état de stress environnemental maximal et que cette dimension-là de l'économie et du social n'apparaît dans aucun discours d'aucun parti politique. Bien, merci. Je pense que, comme pour la question du terrorisme, en fait, où il y a un travail à faire sur les mentalités, parce que, bizarrement, il faut qu'on évolue, même au niveau des démocrates. Il y a un rapport au terrorisme qui peut ne pas être clair. Je pense que ce que vous venez de dire traduit deux choses. Ce n'est pas un stress environnemental, c'est un stress sanitaire et environnemental. C'est-à-dire que dans écologie. Donc, si on ne fait pas le lien entre tout ce qui peut relever de l'environnement et de la situation sanitaire, on est à côté de beaucoup de choses. Je pense que la difficulté qu'ont certains partis politiques à inscrire ça dans leur programme, c'est une difficulté à la fois culturelle et, à mon avis, ça ne fait pas partie encore de l'éducation politique de pas mal de nos élites, y compris politiques. Souvent, on se positionne sur des questions environnementales de manière beaucoup plus en termes d'opposition qu'en termes d'argumentation et de raisonnement par rapport à une situation d'un pays qui n'a comme richesse que l'environnement. Et je pense que c'est une question essentielle et vous avez bien fait de le souligner. Moi, je souhaite juste dire que la question environnementale, elle est pour nous primordiale, elle est importante. Et d'ailleurs, même dans notre support pour la campagne ici en France, parmi les questions qu'on met en avant, c'est pour un environnement sain. Ça concerne aussi bien l'environnement que la santé, que... je voudrais dire aussi que dans notre démarche et dans notre programme au Front Populaire, les questions socio-économiques, elles sont fondamentales dans l'amélioration non seulement des conditions de vie, mais aussi pour apporter des réponses à long terme. On ne peut pas se contenter, c'est vrai, le volet sécuritaire, tout ce qu'on veut, etc., la coordination avec les pays du voisinage, etc., s'impose aujourd'hui de manière directe et immédiate, mais on ne peut pas, à long terme. Moi, je donne tout simplement l'exemple de l'Algérie. Est-ce que la question, le problème du terrorisme en Algérie a été réglé avec tout ce que met l'Algérie comme moyen humain, comme moyen financier pour mener cette lutte contre le terrorisme? C'est pour ça que nous, on pense que la question sociale, les conditions de vie à l'intérieur de la Tunisie, notamment dans les régions reculées, les régions qui sont toujours oubliées, ces régions-là qui sont soulevées contre Ben Ali, restent quand même un terreau fertile pour nourrir ce... Il y a un autre point qui est important, souvent aussi, ce terrorisme-là, il sert certains intérêts et il masque aussi tout le programme. Parce que le discours de Nahda sur l'instrumentalisation de la région, je rappelle que même dans le spot télévisé de la candidate de Nahda, elle parlait de gens qui craignent Dieu, qui pourront faire du bien pour la Tunisie. Donc ce jeu-là, en réalité, ce discours-là, derrière, il cache un programme, un projet de société et des intérêts économiques qui sont flagrants, mais qu'on essaye toujours de cacher et de masquer avec ce discours religieux. Alors, concernant la politique environnementale, effectivement, ce n'est pas un luxe pour la Tunisie, parce que la situation environnementale, elle est tout à fait critique.
nos ressources sont limitées et malheureusement, elles sont soit surexploitées et dilapidées, soit complètement laissées à l'abandon. Par exemple, les régions les plus fertiles et qui ont le plus de ressources d'eau participent faiblement à l'agriculture en Tunisie et ils sont complètement laissés à l'abandon. Elles participent faiblement au tourisme tunisien. Du coup, il faut vraiment essayer de répartir, de mieux utiliser, d'optimiser l'utilisation de nos ressources et prendre en compte les aspirations et les droits des générations futures. Dans le programme de l'Jemour, il y a justement un point très important sur la politique environnementale. Il s'agit du point 13, dont je vais lire juste un extrait ou un genre de résumé. En matière de dépollution, 3 chantiers seront menés sur 3 ans. La dépollution et l'aménagement du site de la SIAP à Sfax, l'arrêt du déversement en mer du phosphogypse à Gebes et l'étude de son transfert, le confinement des stériles à Metlaoui et Mvilla, le renforcement et la consolidation du site pour éviter les glissements de terrain. Parce qu'aujourd'hui, les problèmes d'environnement, le problème de manque de valorisation de nos déchets et de traitement constituent effectivement un problème de santé publique et qui a des impacts très néfastes et très visibles malheureusement et très inégaux parce qu'il touche essentiellement des régions bien particulières, essentiellement les régions de l'intérieur. Si on voit la qualité de l'eau à Gafsa et qu'on la compare par rapport à d'autres régions, là on sent vraiment que même les problèmes environnementaux en Tunisie, ils sont inégalitaires et elles nécessitent notre plus forte attention. Merci. Merci Hussem. Pour faire le lien, moi je vous suggère d'aller un peu plus, d'accélérer le rythme. Et pour accélérer le rythme, je pense que nous sommes tous ici, me semble-t-il, les 3 listes, plus la plupart des gens qui sont ici, d'accord sur les constats. Cette révolution a eu pour mot d'ordre effectivement la liberté et la dignité, mais aussi le pain, le travail, des attentes économiques et sociales. Et on fait je partage le constat de Sophie qu'il n'y a pas suffisamment de visibilité dans les projets et les programmes qui sont portés par les différents partis politiques ou les différentes listes sur les questions économiques en termes de propositions, d'axes de travail, de projets, etc. Donc j'aimerais là qu'on saisisse cette occasion pour que vous puissiez répondre sur des questions très simples, très précise, même si en 3 minutes l'exercice est difficile. J'en retiendrai, je suis désolé du caractère un petit peu, un peu à l'emporte-pièce. Un des principaux problèmes réside dans la répartition inéquitable des richesses. La fiscalité est un des principaux enjeux pour y remédier. Quels sont vos idées, vos propositions, vos projets en matière de fiscalité? Parce qu'il y a plusieurs questions. Déjà, si je choisis de répondre sur la question fiscale, déjà 3 minutes, c'est un peu juste. On a un système fiscal qui a été conçu dans les années 60 et qui est aujourd'hui un peu dépassé. Il est à bout de souffle parce qu'il ne correspond plus à la configuration du pays par rapport aux contribuables, par rapport au profil des cotisants et autres. Il y a eu un développement plus important dans la société dont il n'a pas tenu compte. Donc c'est toute l'assiette fiscale qui est à revoir dans sa conception. Aujourd'hui, vous prenez un couple, il n'est pas un couple fiscal, il n'y a pas le foyer n'est pas un couple fiscal. Le monsieur, il est seul et la femme est seule, donc elle est considérée un peu comme célibataire quand il y a des enfants, puisque les parts, c'est le mari qui les prend. Donc il y a même de l'inégalité au niveau de la fiscalité du couple. Et il faut donc revoir à partir de là pour repartir sur un vrai... on a 80% de la fiscalité qui repose sur la classe salariée, c'est-à-dire fonctionnaires ou dans les grandes entreprises. Il y a 1,5 million de personnes qui sont dans l'informel et qui ne contribuent en rien. Et on a un régime forfaitaire où il y a 370 000 personnes qui sont concernées. On a attaqué à partir de 2014 une petite réforme sur le forfaitaire. Nous, ce qu'on propose, c'est une sortie du forfaitaire en 2 ans. C'est-à-dire aller vers du réel et sortir du forfaitaire qui ne peut être que de l'incitatif pour du démarrage de projet pour un jeune qui s'installe sur un micro-projet, mais qui ne peut pas être le mode fiscal pour quelqu'un qui a 20 ans d'ancienneté et qui est déjà qui a acquis. Donc là, on propose 2 années de sortie pour cela et revoir complètement l'assiette fiscale au niveau et
des paliers, mais également au niveau de l'approche elle-même, sachant qu'il y a des nouvelles parts à faire intervenir, c'est-à-dire démarrer sur du 10 au-delà du SMIC et en dessous une dispense, sachant qu'il y a quelque chose qu'on peut faire sans passer par la réforme légale, c'est-à-dire sans passer par une loi qui est urgente, c'est celle déjà d'indexer sur l'inflation. Et l'indexation sur l'inflation entraîne d'office pour les petits revenus une baisse et pour les plus hauts revenus un tout petit peu de hausse. Et cette baisse, elle soutiendrait automatiquement le pouvoir d'achat. Il y a à peu près 70 dinars à peu près qui seraient dégagés. Donc vous voyez, et là on peut travailler sur d'autres leviers pour trouver de la ressource et pour trouver... Moi, il me semble que au niveau de notre programme, au niveau de l'Union pour la Tunisie, on accorde une priorité importante à la question de la sortie de l'informel pour restructurer l'ensemble de la classe salariée aujourd'hui, dont une partie est marginalisée et précarisée. Parce que sortir de la précarité, c'est aussi permettre aux personnes d'être cotisants, d'être dans l'attente d'une retraite, d'avoir droit à une sécurité, à une couverture sociale. Et c'est aussi réinjecter du flux de la liquidité dans les caisses de l'État, puisque c'est des cotisants qui vont pouvoir renflouer les différentes caisses déficitaires aujourd'hui. Donc on n'a même pas besoin de nous endetter pour trouver les ressources, il suffit d'accompagner un certain nombre de choses. Les gros chantiers qu'on annonce, par exemple les questions de construction, de logements sociaux. La question du logement social, elle est fondamentale, mais si vous ne profitez pas de ce gros chantier pour restructurer le secteur du bâtiment et les 400 000 salariés du bâtiment, vous ne faites rien, vous passez à côté. Aujourd'hui, les jeunes ne veulent pas rentrer dans le secteur. Donc comment les amener? Parce que c'est précaire, tout simplement. Ils ne veulent pas être sur un chantier où quand ils ont un accident, il n'est pas reconnu. Ou quand ils n'ont pas de lendemain, ils ne peuvent pas emprunter, acheter une maison, rien faire. Donc il faut proposer de la perspective pour que quelqu'un puisse se projeter. Donc l'accompagner dans une formation, par la suite l'accompagner dans une intégration d'entreprise où il sait qu'il a plusieurs années de contrat et il peut se projeter et reprendre l'espoir. Donc si on ne travaille pas sur le radical, c'est-à-dire fiscalité, remise à plat et retravailler sur l'ensemble de tous les leviers, mais en même temps travailler en parallèle sur tous les chantiers de création d'emplois, à restructurer le secteur en même temps. Parce qu'autrement, on fera du copier-coller de ce qu'on a connu. Aujourd'hui, on nous parle de dette extérieure à augmenter. Moi, je pense qu'on a beaucoup de ressources qui sont non exploitées. Vous savez que 10 à 20% du budget de l'État, c'est à peu près l'évasion fiscale. Moi, je mets demain une brigade spécialisée pour récupérer. J'ai à peu près 15 000 emplois de garantie en 2 ans. Rien qu'avec l'évasion fiscale. Donc, je n'ai pas besoin de m'endetter pour créer 15 000 emplois. Il suffit de mettre en place des mécanismes qui permettent de se donner les moyens et de revenir vers l'état de droit réellement et remettre de l'autorité. Merci. Aujourd'hui... Merci. Donc moi, je vais redire une vérité que tous les Tunisiens connaissent aujourd'hui. C'est l'injustice du système fiscal tunisien. Cette injustice, elle frappe directement les salariés qui sont prélevés à la source. Et d'ailleurs, dans le budget de 2014, les personnes, c'est-à-dire la part des prélèvements directs qui s'élève à 43,3%, elle est constituée en grande partie, par les prélèvements sur les salaires, à savoir 4 221 millions de dinars, alors que les sociétés ne payent que 3 522 millions de dinars. Donc ça vous donne une idée sur c'est-à-dire c'est le contribuable en fait qui porte la plus lourde charge en matière de fiscalité. La deuxième chose, et nous on l'a dit, on l'a redit, c'est la fraude fiscale. Plus exactement, juste après la Révolution, la fraude fiscale, les sociétés qui ne payent pas leur impôt, s'élevait à 15 milliards, c'est-à-dire 15 millions de dinars. 15 millions de dinars, c'est plus de la moitié du budget de la Tunisie. Le budget de la Tunisie l'année dernière, cette année 2014, s'élève à quelques 28 milliards de dinars, 28 milliards, c'est-à-dire 2800 millions de dinars, voilà. Donc c'est pour ça que au Front Populaire,
nous, on met l'accent sur cette question-là parce que pour nous, la fiscalité, c'est aussi le moyen de redistribuer la richesse entre les différentes catégories sociales, mais aussi entre les régions. Et ça, c'est une question très importante. Et nous avons publié un projet de budget alternatif pour 2014 qui met l'accent sur cette question-là et qui dit qu'au lieu d'aller s'endetter et continuer à s'endetter et s'entraîner dans ce cercle vicieux-là, on peut, par une fiscalité juste, une fiscalité efficace, avoir de quoi mener à bien les politiques économiques et sociales en Tunisie. C'est pour ça que nous, on demande la révision de la fiscalité du régime forfaitaire, la simplification des démarches, mais aussi la mise en place des moyens humains nécessaires pour lutter contre la fraude fiscale. Ça, c'est un véritable fléau qui frappe la Tunisie, mais en même temps, c'est-à-dire le fait de mettre autant de moyens humains, ça va aussi générer plein d'emplois. Donc ça aussi, c'est une question qui est chiffrée dans notre programme et dans notre projet de budget alternatif qui se pose, c'est-à-dire qui est argumenté avec des chiffres bien détaillés. Un dernier mot, c'est aussi pour nous, on a posé la question, étant donné que le pays il passe par des moments difficiles, c'est d'un impôt sur les grandes fortunes. Et ça, ce n'est que justice pour la Tunisie, pour ceux qui ont fait la révolution et qui en ont aujourd'hui besoin. Malheureusement, les différents gouvernements continuent à demander des efforts eux-mêmes, c'est-à-dire aux salariés, aux travailleurs, et c'est avec les conditions imposées par les bailleurs de fonds qu'aujourd'hui on demande toujours plus, c'est-à-dire d'encore de serrer la ceinture, de geler les salaires, mais on ne va pas chercher l'argent où il se trouve. En Tunisie, pour finir, pour conclure, le nombre de grandes fortunes a progressé ces dernières années, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. On parle, c'est-à-dire de situations difficiles, le pays dans le chaos, il est à l'arrêt, etc. Mais pour ceux qui s'en mettent plein les poches, qui s'enrichissent, donc ils ne sont pas du tout dans cette configuration-là. Donc pour nous, une fiscalité juste et efficace pour aussi assurer cet autofinancement, et nous on se ligne bien, c'est-à-dire le mot autofinancement, parce que je pense qu'on parlera de la question de la dette tout à l'heure. Merci, on est à 4 minutes 30. Je dis mieux. Allez, justement, la fiscalité, elle est inégalement répartie en Tunisie. Ça, c'est un constat devant lequel on ne peut que être d'accord. Et d'un autre côté, les revenus fiscaux, ils sont sous-estimés et il y a beaucoup de pertes. Car d'un côté, on a une certaine catégorie des Tunisiens qui est soumise à une pression fiscale très importante, essentiellement les salariés. Et d'un autre côté, on a des importantes ressources qui sont perdues, qui ne rentrent pas dans le budget de l'État. Alors qu'aujourd'hui, plus qu'à n'importe quel moment, on a besoin de financement pour financer des projets d'envergure qui sont capables de relancer l'économie. Je parle essentiellement de projets d'infrastructure, de projets d'urbanisation, de projets d'investissement dans les régions intérieures. Les priorités sont essentiellement la révision du barème fiscal laissé à l'abandon depuis des dizaines d'années, depuis peut-être les années 60. Réviser le système forfaitaire complètement inégal, complètement absurde, et donner les incitations nécessaires pour intégrer l'économie parallèle à l'économie réelle. L'économie parallèle en Tunisie représente plus que 50% du PIB. C'est une économie qui n'est pas intégrée au circuit visible de l'économie tunisienne. Et on a tout intérêt à intégrer ces gens qui veulent vivre, qui veulent gagner leur vie dans notre économie nationale. Il faut également lutter contre l'évasion fiscale, que ce soit par le contrôle fiscal, qui doit disposer des moyens techniques, des moyens humains nécessaires, ou par la pédagogie. Aujourd'hui, on est capable de rétablir une confiance à minima
grâce à la Constitution, à la Révolution entre l'État et les citoyens, et grâce à la transparence dans les projets financés par la fiscalité. Merci. Certains demandent à doubler l'FCR et d'autres, on peut renchérir sur d'autres questions. Aussi, moi, sur la question de l'FCR, je crois qu'il y a un fondamental sur lequel il faut qu'on oblige le gouvernement à revenir. La discrimination qu'ils ont créée en éliminant le droit à un FCR par individu est illégale. Elle devrait, puisque la loi est individuelle et chaque individu a le droit. Donc un couple doit avoir chaque individu d'un couple doit avoir un FCR. Et il n'est pas question de dire de rassembler un couple et de dire. Il y a plusieurs autres questions qu'on peut se poser, mais ça, nous les connaissons fondamentalement et vous les connaissez tout le monde, que nous sommes en plein dans cette action sociale et revendicative. Merci Mohamed. Je voudrais juste rappeler à mon tour que nous avons été très sensibles, nous avons été toujours sensibles à la question des Tunisiens à l'étranger. Nous avons accompagné et marché dans le même sens avec les différentes associations représentatives des Tunisiens à l'étranger, celles qui historiquement ont une légitimité, parce que je sais que maintenant, depuis la Révolution, ça foisonne d'associations multiples et diverses pour représenter les Tunisiens à l'étranger. Et nous avons été parmi les premiers aussi à s'associer à la plateforme qui a été créée à l'origine avec un appel de différentes associations, la plateforme des droits civiques des Tunisiens à l'étranger. Nous avons été parmi ceux qui ont voulu discuter la loi électorale pour la rendre plus compatible avec la situation des Tunisiens à l'étranger. Nous avons réussi sur certains points et échoué sur d'autres. Mon propos sur le programme que nous voulons pour les Tunisiens, je vais me concentrer sur un point qui me tient personnellement à cœur, c'est effectivement l'enseignement de la langue arabe pour les Tunisiens à l'étranger. Nous voulons au Front populaire un modèle qui rompe avec les deux modèles existants jusqu'à maintenant, c'est-à-dire cette école qui a existé pendant les dernières décennies, pas école, mais cette initiation à la langue arabe avec des méthodes archaïques, en dehors des heures de travail, initiées par des personnes qui n'avaient aucune formation pour. Nous voulons créer une rupture avec ce modèle et une rupture aussi avec le modèle des écoles coraniques qui prennent naissance dans les mosquées et qui enseignent la langue arabe en passant par l'enseignement de la religion et qui oublient dans la foulée toute la méthodologie moderne et scientifique d'enseignement d'une langue. Donc nous voulons un modèle d'initiation à la langue arabe pour les Tunisiens à l'étranger qui soit conçu de façon moderne, avec des personnes formées pour. Je pense que l'Office des Tunisiens à l'étranger, dont nous demandons la refonte aussi, pourra réserver une partie de son budget à cette ambition. L'école est très importante. L'initiation à la langue arabe pour les Tunisiens à l'étranger est extrêmement importante. Ça permet de maintenir le lien avec le pays d'origine. Ça permet aussi une diffusion de la culture de notre pays. Et ça peut se passer par l'initiation à la langue, mais ça peut se passer aussi par l'encouragement des voyages culturels pour les Tunisiens à l'étranger. Ça peut se concevoir aussi par le développement des manifestations culturelles pour les artistes tunisiens qui sont basés à l'étranger. Et je pense que même l'initiation de la langue, elle ne devrait plus être destinée uniquement pour les enfants, mais aussi pour les adultes et pourquoi pas pour les étrangers qui souhaitent apprendre cette belle langue.
Je vais passer la parole à... Ouais, je vais faire très brièvement. Tout d'abord, le Front populaire, il revendique un haut conseil pour les Tunisiens vivant à l'étranger qui soit indépendant de l'exécutif et qui soit véritablement représentatif. On a vu ce que voulait faire l'ancien régime et on a vu ce que voulait faire la Troïka. Le conseil n'a pas vu le jour parce que le Troïka, elle voulait un conseil contrôlé par l'exécutif. Et ça, c'est un point important et fondamental pour nous dans notre programme. Sur les autres points, il y a la question, c'est-à-dire de la réciprocité par rapport à tout ce qui est liberté de circulation et les conventions bilatérales, notamment tout ce qui est lié à la reconduction et à la réadmission. Donc le Front populaire, clairement, il remettra en cause ces accords et il ratifiera la Convention internationale de la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Les autres points que je souhaite juste énumérer, c'est aussi que les Tunisiens qui soient avec ou sans papier sont des Tunisiens à part entière et l'État tunisien se doit de les protéger et de les défendre. Il y a la question de l'encouragement des Tunisiens de l'étranger à investir dans le pays par des mesures incitatives. Donc ça, c'est un point important. Et la mise en place d'un centre tunisien pour les cadres et les compétences à l'étranger pour inciter les cadres, les étudiants qui sont venus faire des études ici et qui ne sont pas rentrés, à rentrer dans le pays dans de bonnes conditions. On va s'arrêter là. Donc, et je m'arrête là. Je suis désolé. On est à 5 minutes 30. Nos amis vont m'engueuler après. Vous disposez de 5 minutes 30. Donc on va partager le temps, je vais aller vite. Je pense que ce qu'on vient d'entendre montre deux choses. C'est qu'on partage un socle commun de lutte dans ce qu'on revendique. Mais le plus important, je crois que quand on aborde la question de l'immigration, c'est où on était à l'époque de la dictature et où on est aujourd'hui. Et je pense que ça, c'est un élément important pour apprécier ce qu'on représente, d'où on vient. Donc on vient de ces luttes d'avant la Révolution contre la dictature, où les associations étaient isolées, où les mobilisations étaient minoritaires. Et je pense que c'est très important de savoir que l'enjeu pour nous en tant qu'Union pour la Tunisie, il est aussi un enjeu de représentation. Il y a un problème de représentation de l'immigration tunisienne. Il faut changer le regard que portent les Tunisiens sur l'immigration. Et c'est pour ça que parmi nos revendications, ou nos axes de programme, on réclame que l'immigration soit gérée par un autre ministère de souveraineté ou le Premier ministère. Parce qu'être géré par les affaires sociales, c'est encore une fois rester dans le schéma de l'assistanat de l'immigration. L'immigration est diverse, elle est diverse et variée. Il y a des ouvriers, il y a des employés, il y a des personnalités qualifiées, il y a des entrepreneurs. Donc pour nous, à partir de là, on parle dans notre programme, dans les axes qu'on défend, des personnes qui sont concernées par l'immigration. Les étudiants qui viennent de Tunisie et qui se retrouvent ici avec des difficultés particulières, ou là-bas avec des difficultés de reconnaissance de leur diplôme. Les jeunes qui ont besoin d'apprendre la langue, il faut qu'ils l'apprennent dans un contexte différent, moderne, avec des méthodes pédagogiques appropriées. La culture et la promotion de la culture tunisienne passent à la fois par l'apprentissage de la langue, mais aussi par l'appropriation par le secteur culturel et associatif d'espaces comme le Botzaris pour le livrer à la culture. Vous savez qu'il y a beaucoup de créateurs tunisiens qui organisent des choses magnifiques, qui ont une reconnaissance internationale, mais on n'a pas de lieu culturel de promotion de la culture tunisienne. Ensuite, il y a toute la révision des conventions bilatérales. Vous savez que toutes les conventions ont été négociées dans une position de faiblesse de la Tunisie. Donc, il faut revoir ces conventions. Et elles touchent l'immigration. Nous aussi, on demande à ce que les sans-papiers soient aidés dans leur démarche et concrètement, parce que c'est une situation de précarité qui est là. Et au niveau de la France, on est aussi des acteurs, parce qu'on partage cette histoire dont on vient de parler. On souhaite aussi qu'il y ait le droit de vote pour les Tunisiens ici, et on participe à la vie citoyenne. Donc notre programme, il est en 5 axes. Revoir
tout le fonctionnement administratif, une refonte après un audit de l'OTE, la promotion d'un espace culturel approprié et moderne, l'apprentissage de la langue avec des méthodes différentes et la mobilisation des compétences tunisiennes pour développer des projets économiques. Et notre liste, elle est composée de jeunes nés ici et qui veulent entreprendre en Tunisie. Parfois, ils ont du mal. Et tout ça passe par le changement de regard sur cette immigration, sur nos enfants, sur ces jeunes entrepreneurs qui veulent faire des choses pour la Tunisie. Je passe la parole à Nadia. Elle dispose d'1 minute 10. Alors, donc un aspect culturel et un aspect social, mais également et un aspect social au niveau de la révision des conventions, mais aussi par rapport à la levée de toutes les formes de discrimination à l'encontre des femmes. Parce que n'oubliez pas que le CSP est porteur d'une injustice qui est celle de la question de l'autorité non partagée, puisque l'autorité c'est le père de famille qu'il a, et donc les femmes se retrouvent à galérer quand elles veulent traverser les frontières parce qu'il leur faut l'autorisation du père. Des aspects de cet ordre-là sont fondamentaux, mais également sur des aspects d'application de la loi en Tunisie quand il s'agit de migrantes. Quand c'est une femme qui vit en Europe, quand elle est tunisienne, elle est souvent malmenée dans les tribunaux tunisiens quand un divorce se passe là-bas, au niveau de la garde des enfants et au niveau d'un certain nombre de paramètres. Donc tous ces aspects-là sont extrêmement importants, mais également un volet économique important, parce que nous on pense qu'aujourd'hui on ne peut pas inciter et tenir un discours sur l'investissement des Tunisiens en Tunisie sans mettre en place des modalités. Et il y a une API qui existe par exemple sur Paris, mais qui ne traite que des gros dossiers. Par contre, les petits jeunes qui ont envie de monter un projet, ils ne savent pas où aller et souvent ils se retrouvent à galérer sur place en Tunisie. Donc on peut travailler en changeant de configuration consulaire avec un changement de ministère, de tutelle et autres. On peut aussi mettre en place un guichet unique dans les services consulaires de manière à accueillir pour du conseil et sur des jeunes qui ont envie de s'installer en Tunisie ou d'y chercher du travail ou autre. Et en partenariat avec, on a une banque qui est certes française, mais qui est de capitaux tunisiens, qui est la TFB, où il y a une restructuration s'impose aujourd'hui, et il faut l'impliquer comme partenaire, porteur de projet, par rapport à toute la population, et non pas une minorité qui aujourd'hui bénéficie un peu de ces services. Merci, donc Nadia. les aspects échanges, transferts et autres, il y a énormément de chantiers à faire. Merci Nadia, je suis désolé. C'est un exercice extrêmement compliqué. Donc on va passer maintenant au jeu de questions et des réponses. J'ai déjà 3 inscrits, mais je vous demande, je ne sais pas quelle est votre opinion, mais pour moi, au niveau de la forme, je tiens à féliciter nos amis ici présents d'avoir respecté la règle du jeu je trouve que ça a bien sorti. Des questions extrêmement compliquées pour lesquelles les réponses ne sont pas évidentes en si peu de temps. Donc, je vous demande en 1 minute, s'il vous plaît,